Bienvenue dans La Fondamentale, le podcast qui explore le sens de nos vies. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Bernard. Nous allons discuter transmission et partage, de l'importance du travail en équipe et enfin, elle nous livre ses secrets pour continuer de réaliser ses rêves. Je vous souhaite une bonne écoute. Bon, un dernier coup avant d'y aller. Attends, tu sais combien il faisait dans la classe ce matin ? 33. J'ai dit, ça va pas être possible, ça, les gars. 33 élèves, tu vas avoir ? Non, 33 degrés, il faisait. Ah mais non, 33 degrés. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans La Fondamentale, le podcast qui éclaire les personnalités et les gens qui ont du talent. Aujourd'hui, je suis ravi, ça te fait rire, ça te fait sourire. Je suis ravi de recevoir Isabelle. Comment ça va ? Bah ça va très bien. T'as déjà fait des interviews au micro ? Non. C'est la Jamais. première ? Absolument. Je croyais que t'avais déjà fait des interviews de par ton métier. Ah oui, j'ai jamais été interviewée, mais j'ai interviewé quelques fois des personnes. Oui. Toi, t'as interviewé, Oui. T'étais à ma place en fait. Absolument. C'était dans ce sens-là. Ok. Isabelle, est-ce qu'on peut te présenter un petit peu pour les auditeurs ? Oui, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Isabelle, mais avec un Y, c'est important. C'est vrai, et pas deux L-E. Non, C'est ça, hein. Y-S-A-B-E-L, voilà. Hommage à mon papa qui voulait l'orthographier comme ça, mais à l'époque, on l'a pas autorisé. Mais moi, je persiste et je signe à l'écrire comme ça. D'accord, Voilà. donc il y a une vraie signature Absolument. là-dedans. Donc, Et Isabelle. Isabelle, j'ai 51 ans et actuellement, je suis directrice d'une école élémentaire. Directrice d'école élémentaire. Alors, j'avoue, c'est un petit peu pour ça que je t'ai invité, parce que je trouve ça fascinant de faire ce métier-là, et d'autant plus de nos jours. C'est vrai. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. On va en parler, hein. Oui. Mais j'avoue, c'est un peu, c'est des métiers qui m'ont l'air d'être devenus difficiles Oui. avec le temps. Comme tous les métiers qui sont au service du public. Le service public est devenu un combat. T'es directrice d'école, mais t'es aussi maman. Je suis maman d'une grande fille maintenant qui a 25 ans, qui vient de se marier. Passer une grosse étape. Si tu veux bien, on va direct dans le vif du sujet. Oui. Donc, t'es directrice d'école, ça devient comment ? Ça arrive comme ça ? C'est une vocation ? J'ai du mal avec le mot vocation. Je trouve que ça enferme un petit peu dans quelque chose qui me représente pas forcément. J'ai eu un peu du mal à définir le mot vocation personnellement, mais c'est quelque chose qui m'a attirée de par le métier d'enseignant, de service public justement, et le fait d'enseigner, de partager, de donner, de transmettre. Donc ça a commencé tard pour moi. C'est une vocation sur le tard. J'ai découvert que ça me plaisait vraiment vers l'âge de 29 ans. Donc j'ai préparé le concours et je suis enseignante depuis l'âge de 30 ans. Et très vite, j'ai su que je voulais être directrice parce qu'il y a une autre dimension dans la direction qui me plaît aussi. Voilà. Je suis une éternelle étudiante et pour financer mes études, j'ai fait plein de petits boulots parce qu'en fait, je me suis cherchée très très longtemps. Et en fait, j'ai atterri ici et je trouvais pas de boulot. Et c'était la première année où on a créé les emplois jeunes. Et j'ai atterri donc dans une école. Je me suis dit, bon, le temps que je trouve ce que j'ai envie de faire, ma foi. Et très vite, ça a été une révélation, en fait. Ah, ça a été... Alors que je n'y avais jamais pensé auparavant, quoi. D'accord. Et je me suis dit, ça, c'est fait pour moi, voilà. Tu te retrouves là en un peu l'emploi, j'allais dire emploi jeune, l'emploi d'été, mais pas du tout. Si, Non, c'était un emploi à 39 heures. Hein. Et à l'époque, c'était 39 heures. Ouais. Et finalement, tu découvres que c'est quelque chose qui te parle à fond, quoi. Absolument. Et très vite, en fait, je suis tombée enceinte tout de suite. Et j'ai préparé le concours dès la naissance de ma fille et voilà, c'était parti. Moi, ça m'intéresse toujours de savoir si c'est des choses qui viennent de tout petit, tu vois, pour savoir un peu s'il y a un fil rouge ou pas forcément d'ailleurs. Hein. Est-ce que toi, tu jouais à la maîtresse ? C'était un truc qui parlait ou pas du tout ? Pas du tout. Et les enfants m'ont jamais intéressée. Non, mais jusqu'à ce moment-là, quand ils vont écouter le podcast. Les enfants jusqu'à ce moment-là ne m'intéressaient absolument pas, quoi. Okay. J'avais pas envie faire la nounou, ça me faisait suer. Garder mes cousins-cousines, ça me faisait suer. Quand on me mettait un bébé dans les bras, ça m'intéressait pas du tout. Reprenez. Voilà, exactement. J'en veux pas. Exactement. Donc, non, c'était pas du tout... J'étais un peu hyperactive quand j'étais ado. Je faisais beaucoup de sport. Je chantais un peu. J'aimais bien le théâtre. En fait, je rentrais tous les soirs, c'était 22h, 22h30 parce que j'avais des activités multiples, quoi. T'as fait quoi comme premier boulot, toi ? J'ai fait de la pub à la radio. Ah, mais tu connais bien les micros, alors ça va, tu les gères. Un petit peu, pas le direct, mais tu sais. voilà. Et j'ai fait beaucoup de piges ou de sondages pour certains journaux, pour des villes. Je me destinais. J'avais fait un BTS publicité et communication, donc je faisais des petits boulots là-dedans. Comment ça marche quand on suit son mari ? On lâche des choses ou c'est évident ?
Pour moi, ça a été évident parce que j'étais encore étudiante. Ça serait maintenant, ça serait plus compliqué. Le message est passé. Ça serait plus compliqué. Ouais. C'est quoi la différence? Elle serait où? Les amis, se créer un cercle, c'est pas forcément une évidence. Quand on a un job qu'on adore, on retrouve pas forcément les mêmes conditions quand on part. Et puis une région. C'est-à-dire que moi, je suis tombée vraiment amoureuse de la mer, parce que je suis pas issue du tout de ce milieu-là. Moi, je viens de la Bourgogne, donc de la terre. Après, on a fait 6 ans en Bretagne. Quand je suis arrivée ici, c'était tout de suite une évidence. Donc, moi, je pourrais plus partir de la Méditerranée. C'est le cadre ici qui fait que... Tu connaissais la région ou pas? Pas du tout. Pas du tout. C'était une découverte? Oui. Je suis arrivée en connaissant absolument personne ici. Voilà. Uniquement mon mari qui était tout le temps parti. Donc, t'étais solo, du coup, au départ? J'étais solo, ouais. Ah ouais, t'as forgé ton cercle grâce au boulot Oui, grâce au boulot et au sport. Bon, on en sait un peu plus sur toi. On va attaquer les choses sérieuses, la direction d'école. Comment on dirige une école primaire? C'est ça? C'est une école primaire ou école maternelle? C'est une école élémentaire, donc de CP au CM2. Ça, tu disais, c'est depuis l'âge de 29 ans à peu près que tu fais ça? Oui, que je suis enseignante. Ça fait 22 ans que je suis enseignante et j'attaque ma 6e année de direction. D'accord, direction, ça vient après. Oui. Quand tu étais enseignante, tu peux être sur tous les niveaux scolaires, c'est ça? Quand on arrive sur une nouvelle école, en général, on prend ce qui reste. Quand ça se passe bien, on fait ça entre collègues, ce qui est toujours arrivé pour moi. Oui, on t'a pas imposé de classe. Genre, ça, c'est la classe que personne ne veut. On en a discuté avec les 4 qui arrivaient en même temps et voilà, on est tombé d'accord. Mais bien souvent, quand une collègue arrive, effectivement, il lui reste ce que les autres ne veulent pas. Genre, celle-là, personne n'en veut. C'est ça. Avec ces petits-là qui sont Non, galères. c'est pas une question de petits, c'est une question de niveau, voilà, de niveau. C'est plus la question de niveau. Oui, les cours doubles, tout ça. C'est bien, c'est bien. Tu vois, t'enlèves des... Oui. des clichés. C'est ça. C'est bien. Toi, ta première classe, c'était quoi, une classe? Ma toute première classe, c'était CEM. Quelle est la classe la plus simple? Pour moi, c'est le CE2, parce que c'est une classe vraiment de transition, de révision, de renfort, de renforcer ce qu'on a appris au CP-CE1. Et celle qui est le plus compliquée? Toutes les classes, galère. Ouais. Ok. Pas galère, non, mais tout. Galère, mais en tout cas, chaque classe a ses spécificités qui peuvent être un petit peu particulières. Absolument, parce que les enfants, ils sont pas tous au même rythme, ils ont des difficultés, pas tous les mêmes. Et donc, il faut individualiser l'enseignement quasiment maintenant. Donc, aujourd'hui, ça marche comment une école? Une école élémentaire, ça marche grâce à une équipe. Moi, en tant que directrice, pour moi, le plus important, c'est d'insuffler un esprit d'équipe. Parce qu'en fait, dès qu'il y a une difficulté pour une enseignante, l'année d'après, ça peut être toi, l'enseignante en difficulté, ou ta voisine de classe. Donc, en fait, il faut faire face ensemble. Et parce qu'en fait, c'est pas l'enfant, il n'est pas dans ta classe, il est dans l'école. Donc, il faut trouver les solutions ensemble. Comment on arrive à gérer tous ces enfants? Encore une fois, c'est l'équipe. C'est l'équipe et il faut avoir la même ligne directive. C'est-à-dire que il faut se mettre d'accord, même si on n'est pas tout le temps d'accord avec les décisions ou les décisions prises par l'équipe. Il faut s'y tenir. Voilà, ça marche comme une démocratie. On prend une décision et on s'y tient. C'est toi en tant que directrice qui vient faire le lien de tout ça? Oui, nous, on est forcément le lien entre l'équipe enseignante, l'inspection, la mairie, parce qu'on travaille forcément avec les mairies. Exactement ce que j'ai dit. Puisque c'est dans les écoles élémentaires, ce sont les mairies qui nous donnent des dotations financières et qui les bâtiments appartiennent à la mairie. Donc, on est obligé de travailler en partenariat. D'accord. Est-ce qu'ils ont des attentes? La mairie? Ouais. Non. Il n'y a pas de truc genre, il nous faudra un spectacle de théâtre là, tel absolument jour. Pas. Non, absolument pas. Ça. Non. À chaque fois qu'on a un nouveau ministre, on a bien souvent deux nouvelles. Changement. Absolument. Un changement de programme ou bien là récemment, on a eu pour la rentrée, là, on aura des évaluations dès la rentrée dans tous les niveaux de classe qui n'était pas encore fait jusqu'à maintenant. Donc, tu es obligé de le faire puisque ça descend. Absolument. On est fonctionnaire, on fonctionne. C'est bien dit. Je pourrais même mettre une transition musicale juste à cet endroit-là. On est fonctionnaire, on fonctionne. Tu fais le lien entre ces directives, ton équipe, leurs appétences, un petit peu ce que je dis qu'elles, mais il y a des garçons aussi. Il y a des alors, hommes, pas chez nous. On en a eu longtemps. Je savais. Mais c'est une profession qui se féminise de plus en plus. C'est un truc de fou.
Tu peux l'expliquer ça, pourquoi ? T'as une idée ? Alors moi, je pense que déjà le salaire. Alors, c'est-à-dire, comme c'est un bas salaire ? Oui. Ça attire plus... Enfin, en tout cas, les femmes sont plus OK pour accepter un bas salaire ? Je pense que c'est plutôt les hommes qui sont pas OK pour accepter un bas salaire. C'est dans ce sens-là. D'accord. Ah ouais. Comment t'abordes ton boulot aujourd'hui ? Tu vas toujours avec la même niaque ? Bon, en même temps, tu vas pas me dire non, j'en ai ras le bol. Je suis là en mode psychanalyse. Non, mais pour être tout à fait honnête, j'y vais avec plaisir. Je me suis toujours dit, si un jour tu te lèves et que t'as pas envie d'aller au boulot, réfléchis à changer de boulot. Donc, j'en suis pas là. Mais malgré tout, ça fait 2 ans où je me dis... à réfléchir à qu'est-ce qui pourrait me plaire d'autre. C'est un vrai boulot. Tu vois, je parle en tant que papa aussi. Je repense à quand ma fille était en primaire. Sans vous, on n'est rien. Vraiment. Quand il y a grève de l'éducation nationale, mais on a envie de se pendre en tant que parent. En tout cas, moi, je parle de mon point de vue. Peut-être il y a des parents qui sont « Ouais, trop bien, on va pouvoir les garder ». Mais c'est compliqué, tu vois, quand t'as pris une habitude. Je trouve que l'école, au-delà d'éduquer les enfants, au-delà de pédagogiquement leur donner les bases pour ensuite pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et puis, je trouve ça d'une richesse absolue, tout ce que vous leur amenez. Mais vous nous amenez aussi en tant que parents qui bossent, du temps libre en fait. Et on les a toute la journée, donc on les connaît bien en plus. Et ouais. Et oui. Et parfois d'une autre manière. Ils n'ont pas toujours le même comportement. Ah, c'est pas les mêmes. Ça m'est arrivé à plusieurs occasions d'avoir des parents qui... Vous parlez de mon enfant, il s'appelle... Oui, on parle bien du même. C'est bien lui, qui fait des bêtises, ou qui fait pas de bêtises, ou qui en fait pas. Absolument, qui est complètement différent. Qui est à la maison, d'accord. Et ça, c'est vrai que il y a un côté... des fois, tu vois, je pouvais le voir un peu comme ça, c'est une chance. Je pense qu'il y a des parents qui peuvent le vivre comme une garderie aussi. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien, en début d'année, on fait des réunions de parents pour lesquelles j'insiste lourdement pour que les parents soient tous présents, parce que c'est une prise de contact avec l'enseignante, oui, parce qu'on n'a que des filles, excuse-moi, qui est très importante. Et moi, le mot que je préfère, c'est partenariat, c'est-à-dire qu'on est des partenaires pour l'éducation et l'enseignement de vos enfants, quoi. Pour moi, je suis partenaire de la mairie, je suis partenaire de ma hiérarchie, je suis partenaire avec les parents. C'est un vrai partenariat, en fait. Ça peut pas fonctionner sinon. Ok, ça marche, c'est tout le monde, tous ensemble. Il y a vraiment cette notion d'une équipe. Hein. Absolument. Comment tu te vois après ? Alors, j'ai déjà 51 ans, mais il me reste malgré tout, si je veux aller au bout, c'est-à-dire à 67 ans, 16 ans. Toi, c'est 67 ? Si je veux le taux plein, oui, parce que comme... 13-14. Non, je rigole. Le mec qui est nul en maths. Non, mais depuis tout à l'heure... Non, mais voilà, quand on fait des études, on commence tard maintenant à bosser, donc... Donc, il te resterait 16 ans si tu veux être à taux plein. C'est ça. Et tu sens, tu sais, le silence. Mais en fait, je me vois pas devant des élèves au-delà de 62, 63 ans, ne serait-ce que pour eux, il y a un décalage en fait, un décalage générationnel qui me semble important quand même. Voilà. Ouais. Toi, tes équipes, vite fait, je fais une petite parenthèse, tes équipes, c'est plutôt des jeunes ? On a une moyenne, je pense, qui est à 40 ans. 40 ans, ouais. Ok. Tu t'autorises à te projeter ou ça fait peur ? Les deux. Je m'autorise à me projeter. Et ça fait peur parce que comme tout le monde, on se croit toujours incapable de faire autre chose. En tout cas, ma génération, la plupart des gens, ils font le même boulot toute leur vie. Ouais, on est encore sur le modèle de nos parents. On nous a formaté là-dessus. Ouais. Alors que nos propres enfants, moi, ma fille, elle vient de débuter un boulot dans un CDI, elle est chef de projet. Et je sais qu'elle n'hésitera pas une seconde à quitter son travail si elle trouve. Absolument. Par contre, j'ai envie de faire quelque chose qui me donne envie de me lever le matin et qui me fasse kiffer, pour utiliser une expression de jeune. Mais c'est dans le dictionnaire. Hein. C'est vrai, kiffer. Revenir peut-être à des premières amours. J'aime bien écrire, ou dans le milieu du sport, ou allier les deux, je ne sais pas. Quand tu le dis, je sens comme un « j'aimerais trop, mais je peux pas ». C'est ça. T'as tout résumé. J'aimerais trop, mais je peux pas. Pourquoi ?
Parce que j'ai peut-être pas les capacités. Et puis, il faut pas se cacher. On a un confort de vie aussi qu'on a peut-être peur de quitter si on n'a plus le même salaire. C'est clair. Ouais. C'est vraiment, tu vois, je trouve ça intéressant et on pourra le mettre dans l'épisode, cette notion de... Oui, on fait des métiers cool, mais on a le droit aussi de bouger et d'avoir d'autres prétentions. Et puis, je pense qu'il y a des moments dans sa vie où on a envie de tenter autre chose aussi. Chercher d'autres choses chez soi. Tu vois, comme tu disais, l'écriture, le sport, il y a ces trucs de... Ah ouais, mais ça, n'empêche, ça m'a toujours titillé. C'est ça, et puis de penser à soi, parce que là, on fait des métiers où on est au service des autres, et on se dit à un moment, on a peut-être le droit de penser aussi à ce qui nous fait plaisir à nous. Donc voilà, mais c'est difficile de passer la barrière, quoi. Déjà, en tant qu'éduc, je disais... Il faut savoir s'occuper de soi pour pouvoir s'occuper des autres. Mais après, tout ça, je pense, ça vient aussi peut-être de l'éducation qu'on a eue. Suivant le milieu d'où on vient, se mettre en lumière, c'était pas forcément bien vu. Moi, j'avais des parents extrêmement... ils étaient au service de l'autre. Ma maman était infirmière, mon papa était prof. Ah, donc il était prof, lui. Sur le tard aussi. Sur le tard aussi, excellent. Mon papa est quelqu'un qui a quitté l'école en 5e par obligation. Ses parents l'ont fait quitter l'école en 5e pour travailler dans l'entreprise familiale en tant que carreleur. Et il a repris ses études très tard, à l'âge de 30 ans, pour pouvoir devenir prof dans un lycée professionnel. Un beau parcours. Ouais, carrément. Et en fait, c'est des gens qui n'ont jamais été sûrs d'eux. Et donc, ils ne se mettaient jamais en lumière. Par contre, ils ont su mettre en lumière des tas de gens, et dont moi. Et ça, je les en remercie, c'est-à-dire qu'ils m'ont toujours donné la chance de faire tout ce que j'avais envie de faire, parce qu'ils savaient que de toute façon, ça permettrait un épanouissement personnel et que ça me servirait un jour. Donc, d'ailleurs, je vais souligner le fait que j'ai pas eu mon bac du premier coup, donc on peut être professeur sans avoir son bac du premier coup. Parce que justement, je rebondis sur ce que je disais juste avant, ils m'ont laissé, mon année de terminale, je faisais du volley, de l'athlétisme, du chant, du théâtre. Et ils m'ont laissé. Ils m'ont dit, ils savaient très bien que j'aurais pas mon bac à l'issue de cette année-là, mais ils m'ont dit, on lui laisse son année de kiff. Ouais. Et l'année d'après, un petit coup de pression quand même pour avoir le bac. N'oublie pas de l'avoir. C'est ça. Hein. Mais et je les en remercie parce que effectivement, ça m'a enrichi de plein de choses. Et puis ça m'a laissé une année de répit parce que je savais pas du tout ce que j'avais envie de faire. Moi, en terminale, tu me demandais ce que j'avais... Mais j'ai 18 ans, les gars. Je veux kiffer la life, quoi. Oui. Je sais pas ce que je veux faire. Plein de trucs. Ça a été l'occasion pour toi de chercher ce que tu voulais faire. Ouais. Ça t'a aidé d'avoir cette année de transition ou pas plus que ça? Si, T'as kiffé. Ça m'a permis de choisir quand même ce que je voulais faire après le bac, ce que je savais pas du tout un an auparavant, quoi. Même si c'est pas du tout dans ce domaine-là que je travaille, ça m'a servi, voilà. Aujourd'hui, il y a cette crainte de lâcher un peu le confort. Et encore plus quand on est fonctionnaire. Enfin, on nous a appris que fonctionnaire, c'était le Graal. C'est ça? Ouais, mais c'est ça, c'est complètement une question de génération et culturelle. Wow, si t'es fonctionnaire. Alors qu'aujourd'hui, je vois les jeunes... J'ai le sentiment que fonctionnaire, c'est le pire truc que tu pourrais leur proposer, quoi. Parce que c'est plan-plan, c'est la routine, c'est... Je sais même pas ça. Je pense que c'est aussi les métiers que ça représente qui font plus rêver, en fait. La preuve, chez les enseignants, il y a une crise... Alors, j'utilise pas le vocation, parce que c'est pas un mot que je comprends, mais il y a plus personne qui a envie de faire enseignant, en tout cas dans ces conditions-là. Faire policier à l'heure actuelle, c'est quand même compliqué, alors que c'est un beau métier aussi, on est au service des autres. Quand on voit ce qui se passe dans les hôpitaux, pas trop envie d'y aller. Voilà. Tous ces métiers-là, pour moi, c'est des métiers magnifiques, en fait. Mais ils sont mal mis en valeur. Je continue ma blague vite fait, mais je disais tous les soirs, moi, je tape à 8h sur ma casserole. Pour les infirmiers et les infirmières. Ça fait 4 ans. tout, pour leur dire bravo et merci. Ouais. Quand ils pensent, n'empêche, comme on les a mis en lumière et genre merci, vous nous sauvez, et comme aujourd'hui, on est amnésique. Mais c'est flippant. On peut reparler encore un petit peu du après, toi? Du haut de mes 50 ans, on pourrait se dire la sagesse. Non, la sagesse, ça n'existe pas. Après, et Dieu merci. Je vous spoil, tu sais. Merci pour le spoil. Et il y a encore ce... Alors, je suis pas une personne qui manque de confiance dans l'absolu, mais je suis encore à me dire, mais qu'est-ce que je sais faire d'autre, en fait? Est-ce que je suis capable de faire autre chose? Quand on a fait très longtemps un métier, on se dit, est-ce que je suis capable de faire autre chose, quoi? En fait, si on fait un bilan de compétences, j'imagine que j'en ai plein des compétences. T'as fait de la musique, t'as fait... j'imagine que comme n'importe qui, on développe des compétences
Donc je te réinvite bientôt Clairement. sur le podcast en tant que écrivaine, chanteuse, en tant que... tu nous Pourquoi dis, tu viendras faire ta com et la promo sur le Pourquoi podcast pas, qui sera ouais. hyper connu. Et tu pourras dire, je viens vendre mon bouquin, il y a un petit CD avec. Si les CD se font encore à l'époque. Putain, C'est ça. c'est genre, les mecs, les CD, quoi, ça se fait déjà plus depuis 100 ans. Il n'y a plus de lecteurs CD dans les voitures. J'ai une question récurrente à chaque invité que j'ai sur le podcast. C'est quoi pour toi le sens de la vie ? Qu'est-ce que tu mets derrière ? C'est la question un peu métaphysique de fin. Alors, c'est compliqué comme question. Et c'est compliqué et simple à la fois. C'est-à-dire que le sens de la vie, en général, alors là, j'aurais du mal à répondre. Oui, le sens. Mais pour toi, en tout cas pour le toi, sens de qu'est-ce la qui t'habite ? mienne, Qu'est-ce qui t'anime ? c'est d'avoir aucun regret. Des remords, on en a toujours, mais des regrets, il faut pas en avoir. D'avoir apporté une petite pierre à l'édifice, c'est-à-dire d'avoir été au service des autres et d'avoir été aussi au service de soi à travers sa famille et puis au travers de ses choix, de ne pas avoir, voilà, encore une fois, de regrets, de ne pas être allé au bout d'une histoire qu'on avait envie de mener, de construire. Ouais, c'est ça. Je sais pas si j'étais très claire. Hein. Non, si, c'était hyper clair. Je t'assure. Je comprends quand on est derrière le micro, on se dit, bah, je raconte n'importe quoi. C'est un peu ça, je t'avoue, oulala. Je t'assure, c'était très clair. Ça, pour te permettre de pas avoir de regrets, est-ce que tu as des astuces à nous donner ? Comme tu as compris, j'aime bien écrire des fois un peu tout et n'importe quoi. Mais j'ai toujours des cahiers sur lesquels j'écris. Et depuis que j'ai 20 ans, depuis que je passe une dizaine, je me fais une to-do list entre 20, 30, 40. D'accord. Et j'essaye de cocher un maximum de trucs. C'est quoi ta to-do list ? Il y a quoi dedans ? Il peut y avoir n'importe quoi. Voyage, concert, écrire un poème, une chanson, aller voir machin parce que je l'ai pas vu depuis un siècle. Tu réactualises que tous les 10 ans ? Ouais. Ou... Ah ouais ? Ouais. Tu te dis, allez, tiens, la dizaine suivante, ouais. Je vais faire ça, et ça, il faut ça. que j'ai coché un maximum. Avant la fin de la dizaine ? C'est ça. Ok, c'est excellent. Donc c'est ta manière de faire. Et quand tu regardes, t'as pas du tout les mêmes envies. Tout ce que je rêvais vraiment dans mes 20 ans, je continue à le rêver, ce que j'ai pas encore fait. C'est des choses peut-être un peu moins futiles maintenant. Des choses un peu plus, je dirais pas concrètes, parce que il y avait des choses concrètes, mais un peu moins idéalistes peut-être. Ah ouais ? Comme si on venait avec l'âge, j'allais dire apaisé, mais je sais pas si c'est le bon terme. Si, mais en c'est tout ça, cas, apaisé. Tu vois, un peu minimiser être les plus en paix idéaux, quoi, avec en soi-même, disant... même si ça fait un peu... Ouais. Voilà. Fait un peu. Oui, je vois. Donc ça serait ça un peu ? Oui. Et c'est pas dommage ça ? Non. D'apaiser ses idéaux ? C'est pas du renoncement, on est d'accord ? Ah non, c'est parce qu'en fait, je fais la différence entre les idéaux et les rêves. Hein. C'est pas la même chose. Ah, c'est pas la même chose. Alors, excuse-moi, peut-être tes rêves sont pas apaisés, mais tes idéaux, oui. Oui. Tu peux en dire un peu plus là-dessus ? Oui, parce qu'on n'a pas le même regard sur la société, sur les gens. À 20 ans, on idéalise un peu plus l'humain. On a plus confiance en l'autre. C'est ça. Et d'un coup, on se dit, mais non, c'est impossible. Non, c'est pas mais non, mais c'est la vie qui fait que... Ouais, le parcours qui fait que il y a des choses qu'on apprend, qu'on réalise. Mais c'est normal, c'est un parcours normal. Mais Dieu merci, j'ai encore des rêves et j'espère que tout le monde en a jusqu'au bout. Quoi. Oui, donc toi, ça serait plutôt les rêves. C'est eux qui te permettent de tenir cette conduite de vie, tes valeurs. C'est ça. Tout ça, ça va être de... Et comment tu fais pour les réaliser, tes rêves ? À un moment, il faut se dire, j'y vais en fait. Même si on a peur. Même s'il y a la peur, il faut y aller. Ouais. C'est le cœur qui doit parler. La seule chose qui puisse arriver, c'est que ça foire et alors c'est pas grave. Voilà. Quand un rêve foire, c'est pas grave ? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend du rêve, parce qu'il peut y avoir des rêves qui nous dépassent, qui sont trop grands, qui sont... C'est pour ça que je te parlais d'apaisement des rêves. C'est les idéaux qu'on apaise, mais pas les rêves. Moi, mon rêve, c'était de faire l'Olympia. Tu vois, quand j'étais plus jeune, je me disais, oh là, il faut trop que je fasse l'Olympia. C'est pas fini, c'est une vraie bonne... Parce que faire l'Olympia, ça peut être la première partie de quelqu'un et ça sera toujours l'Olympia. Exactement. Et ça peut être même, regarde, enregistrer ce podcast en public. Absolument. Ça peut être faire autre chose à l'Olympia, tu vois, c'est pas forcément de la musique. Exactement. Tout à fait.
Mais donc tu vois, finalement, un rêve, on peut tout de suite le transformer en quelque chose de positif. Ma fille, quand elle était petite, elle me demandait ce que c'était le but de la vie. Je me rappelle, c'était devant l'école maternelle. Elle me disait, mais papa, pourquoi on vit ? Oula, c'est dur le matin comme ça. Le matin, c'est pas le plus évident. C'est des questions plus évidentes. Et moi, spontanément, je lui dis, pour réaliser ses rêves. D'accord ? C'est ce qui m'est venu en premier. Mais avec le recul, tu vois, je me demande à quel point C'est difficile quand t'as pas de rêve. Tu peux ne pas avoir de rêve. Ah oui. Tu peux juste vivre. Tu vois, et à quel point ça peut être culpabilisant aussi ou mettre en galère son enfant que... Ouais, de dire, ah bah attends, papa il m'a dit que c'était réaliser mes rêves, mais... Et si j'y arrive pas, du coup ça veut dire quoi ? J'ai raté ma vie ? Tu vois, il y a tout ce truc-là. Et c'est vrai que c'est une question qui me taraude de se dire, est-ce que je réaliserai tous mes rêves dans cette vie-là ? S'il y en a d'autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, et c'est parti pour non. Enfin, moi je crois qu'il y a des rêves qu'on ne réalisera pas. C'est pas grave. Parce que rêver, ça apporte déjà du bonheur et de la positivité, en fait. Ça veut dire qu'on se projette. Je me dis que quand même, c'est bien d'avoir au moins un rêve, parce que ça permet de se projeter quand même. Et d'avancer, d'avoir envie d'atteindre quelque chose, en fait. Et cette notion de projection, donc toi, elle est liée au rêve ? Oui. C'est-à-dire, tu arrives à te voir plus tard en rêvant grand ou en rêvant comment, d'ailleurs ? Toi, c'est quoi tes rêves ? Alors, moi, maintenant, je rêve à court terme. Je rêve à court terme parce que je me dis, tout ce qui est fait comme ça, c'est fait parce qu'on ne sait pas ce qui nous arrive dans la vie. Parce qu'on arrive à un âge où malheureusement, on a beaucoup de personnes qui disparaissent autour de nous à cause de la maladie, à cause d'un accident. Donc, je me dis que, voilà, il faut prendre les moments, dès que ça passe. Dès que ça donc, passe. c'est des rêves plutôt faisables rapidement ? Pas tous, mais il faut qu'il y en ait quelques-uns quand même, voilà. Oui, pour avoir du kiff. Ah, moi, je suis obligée d'avoir, dans une année qui arrive, dans les 6 mois, il faut qu'il y ait quelque chose, quoi. Faut qu'il y ait... Alors, ce qu'on dit rêve, c'est des projets. C'est des projets, mais qui sont des projets... Par exemple, là, c'est quoi ton prochain ? Mon prochain, c'est de partir à Tahiti pour aller faire de la plongée, pour être encore dans l'eau, en fait. Puis d'aller voir un ami qui est parti vivre quelques années là-bas, voilà. Je vois. Et comme ça, au moins, on en réalise. C'est ça. Au fur et à mesure. Et puis, c'est d'écrire... Et donc, voilà, c'est un objectif donc ça, c'est aussi d'écrire. C'est le prochain sur ta liste, de te dire, allez, tiens, je vais voir écrire. Si, voilà. Déjà, c'est un défi, parce que je ne m'en crois pas capable d'écrire... Mais voilà, c'est un défi, mais c'est aussi une vraie envie. Mais est-ce que c'est bien ? Ah, mais ça, c'est les auditeurs et les auditrices qui nous le diront. On laissera les liens. Parce que je crois que t'es pas sur les réseaux, toi. Pas du tout. Donc, dès qu'elle sort quelque chose, Isabelle, promis, je vous laisse les liens. Et comme ça, dans le descriptif du podcast, même directement, je remettrai à jour dès que t'as mis quelque chose en ligne et tout. Et comme ça pourra te faire la com. C'est cool sur ton projet. Mais est-ce que un projet doit sortir s'il est bien ? Non. Sortir même si on a juste envie de le sortir. Surtout que dans l'absolu, j'ai pas envie qu'il soit aimé de tous, parce bien que ou mal, personne peut être aimé de tous, puisque tout est une question de goût aussi. J'ai pas envie qu'on aime, j'ai envie que ça parle comme n'importe quel artiste, j'imagine. Oui, on revient sur cette notion de partage. Que ça fasse ressentir quelque chose. Ça vous touche. Tu sais sur quoi tu veux écrire déjà ou pas ? Sur plein de choses. Sur plein de choses. Ah, tu veux pas nous spoiler ? Non, vous verrez quand ça sera fait. Ok, ça marche. Donc le sens de tout ça, c'est réaliser ses rêves, c'est se projeter. Oui, toujours avoir Et toujours dans le mettre en avant aussi, tu disais, la famille, être là dans la bienveillance. Les amis surtout. Les amis surtout. Pour moi, j'ai une super famille, mais j'ai un cercle d'amis qui est... C'est mon socle, vraiment. Et si on a la chance d'avoir des amis d'enfance, il faut les garder. Parce que ceux-là, ils vous connaissent vraiment et ils vous disent toujours la vérité. Et ça, c'est super important. Bien, écoute, merci beaucoup Isabelle d'être venue merci à toi. Sur le podcast. On vous dit à la semaine prochaine et merci encore. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye, bye. Avec plaisir. Au revoir. Merci d'avoir écouté La Fondamentale. J'espère que cet épisode vous a inspiré, qu'il vous a offert de nouvelles réflexions sur le sens de votre vie. N'oubliez pas, chacun de nous a une fondamentale unique à apporter à la grande symphonie de l'existence. Si vous avez aimé cet épisode, les classiques, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire et partagez-le avec vos proches. Un petit 5 étoiles est aussi le bienvenu pour nourrir l'algorithme. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos propres visions sur la vie. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et continuez à chercher ce qui vous anime. À très bientôt pour faire résonner la fondamentale.